Alice était assise, fixant le moniteur, sentant la fatigue envahir chaque cellule de son corps, la troisième nuit blanche, la troisième nuit où l'éditeur exigeait l'impossible, encore 10 pages de l'article, sinon le contrat serait menacé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ses doigts planaient au-dessus du clavier, il commençait déjà à faire jour dehors, et la dernière traduction refusait obstinément de former un texte cohérent. Et bien sûr, c'est à ce moment précis que Justine apparut. « Maman est furieuse que tu aies encore retardé la traduction », dit son mari en sirotant son café. « Elle se fiche de tes problèmes, elle a besoin de l'argent à temps », ajouta-t-il avec un rictus. Un instant plus tard, son visage se figea d'horreur. Le lourd vase posé sur le bureau vola à 1 millimètre de sa tête, s'écrasant contre le mur et projetant des éclats sur ses épaules et son dos. « Es-tu folle » balbutia-t-il en reculant vers l'encadrement de la porte. Alice ne comprit même pas comment c'était arrivé. Une seconde plus tôt, le vase était simplement posé sur la table, et l'instant d'après, sa main avait jailli d'elle-même. « Redis quoi que ce soit sur ta maman et son argent, et le prochain vase volera avec plus de précision. » La voix d'Alice était si calme qu'elle ne se reconnut même pas. Justine posa sa tasse sur la table de nuit, ses mains tremblaient visiblement. « Comprends-tu ce que je dois entendre d'elle tous les jours » commença-t-il. « Comprends-tu ce que je dois entendre de toi » Alice pivota sur sa chaise. « 3 ans, Justine. 3 ans que je nous porte tous les deux, et tout ce que j'entends, c'est combien ta mère est mécontente de mes traductions, qui, soit dit en passant, te nourrissent aussi. » Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait lui perforer la cage thoracique. Elle ne s'était jamais permis d'agir ainsi auparavant. Justine restait là, abasourdie et silencieux. Son visage passa lentement de la confusion à l'offense, puis à la colère. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais le son de la sonnette interrompit leur dispute. « Qui d'autre peut bien être là si tôt » marmonna-t-il entre ses dents en se dirigeant vers le couloir. Alice resta assise, sentant l'adrénaline se dissiper lentement. Qu'est-ce qui lui avait pris ? Elle n'avait jamais été sujette à de tels accès d'émotion. Ses mains tremblaient encore lorsqu'elle attrapa son téléphone. 3 appels manqués de l'éditeur, bien sûr. Du couloir parvinrent des voix étouffées, suivies d'un bruit étrange, un sanglot ou une malédiction. Une seconde plus tard, Justine apparut dans l'embrasure de la porte, le visage pâle. Derrière lui se dressait une grande silhouette. « Il y a un invité », dit Justine d'une voix étrange. Un homme d'une 40aine d'années, vêtu d'un manteau sombre, entra dans la pièce. Son regard lourd glissa sur les éclats de vase éparpillés sur le sol, puis se posa sur Alice. « Matthew » se présenta-t-il brièvement. « J'ai besoin de parler avec vous deux. » Il était 6 heures du matin. Alice jeta un coup d'œil distrait à l'horloge. « Qui êtes-vous ? Enquêteur » L'homme sortit sa carte d'identité. « J'enquête sur l'affaire Charlotte Brown. » Justine s'affaissa brusquement sur le bord du canapé, ses genoux semblant flageolés. Alice sentit tout se figer en elle. Charlotte était la mère de Justine. Qu'est-il arrivé à maman ? La voix de Justine était étouffée, comme venant de sous l'eau. L'enquêteur marqua une pause, regardant à nouveau autour de la pièce. La nuit dernière, elle a été retrouvée morte dans son appartement. Le temps sembla s'arrêter. Alice sentit un frisson lui parcourir l'échine. Justine restait immobile, ses doigts se crispant et se décrispant, froissant le bord de sa chemise. « Comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» réussit-il finalement à dire. Matthew retira son manteau et le suspendit soigneusement au dossier d'une chaise. Préliminairement, on considère qu'il s'agit d'une mort violente. Signe de lutte, l'appartement a été retourné. Possiblement un vol. Il parlait calmement, presque nonchalamment. « Quand avez-vous vu Charlotte pour la dernière fois ? » Il y a 3 jours. Justine se frotta le visage avec les mains. Je suis passé après le travail, je lui ai apporté quelques courses. Alice observait son mari avec une inquiétude croissante. Sa voix semblait étrange, distante, comme s'il parlait d'une inconnue. « Et l'argent » demanda-t-il soudain, levant les yeux vers l'enquêteur. « Il devait y avoir de l'argent dans l'appartement » dit Justine. Matthew plissa les yeux. « De quel argent parlez-vous » Elle économisait pour une opération. Justine hésita, jetant un coup d'œil à sa femme. « Et l'argent qu'Alice et moi lui envoyions chaque mois » L'enquêteur sortit un carnet et prit une note. Aucun argent n'a été trouvé dans l'appartement. Ni liquide, ni carte bancaire.
Justine se leva brusquement, arpentant nerveusement la pièce. Non, c'est impossible. Maman n'aurait jamais ouvert à un étranger. Jamais. Elle avait 2 serrures et un judas. Elle demandait toujours qui était là. Et pourtant, il n'y a aucun signe d'effraction, remarqua calmement l'enquêteur. Charlotte a laissé entrer le tueur elle-même. Alice remarqua une ombre à peine perceptible traverser le visage de l'enquêteur. Justine, avez-vous parlé à votre mère hier? Oui, je l'ai appelée le soir, vers 19h. Justine se frotta les tempes. Elle allait bien, elle s'est juste plainte qu'Alice retardait encore l'argent. Il s'interrompit, jetant un regard coupable à sa femme. Alice sentit une boule lui monter dans la gorge. Même maintenant, à cet instant, il ne pouvait s'empêcher de parler de ces maudits virements. J'ai envoyé l'argent tous les mois, dit-elle d'une voix ferme. Attends. L'enquêteur promena son regard de l'un à l'autre. Aviez-vous des conflits avec Charlotte? Tout le monde a des tensions avec sa belle-mère. Alice haussa les épaules, essayant de parler calmement. Mais nous ne nous disputions pas, du moins pas directement. Et indirectement? Matthew inclina la tête, fixant son visage. Justine eut soudain un rire bref et nerveux. Elle se détestait cordialement. Alice tressaillit comme si elle avait reçu une gifle. Ce n'était pas vrai. Elle ne détestait pas Charlotte. Oui, leur relation avait été compliquée. Oui, sa belle-mère se mêlait souvent de sa vie et de celle de Justine, contrôlant, critiquant. Mais la haine? Où étiez-vous tous les deux hier soir? Demanda l'enquêteur, reportant son regard de l'un à l'autre. Je travaillais à la maison, répondit Alice. Toute la soirée et toute la nuit. Les délais étaient serrés. Justine se laissa retomber lentement sur le canapé. Je suis rentré du travail vers 18h, j'ai dîné et je suis allé me coucher. Alice peut confirmer. L'enquêteur hocha la tête, prenant des notes dans son carnet. Son visage restait impassible. Quelqu'un est passé hier soir? Ou peut-être êtes-vous sorti? Non, répondirent-ils presque simultanément. Je vois. Matthew referma brusquement son carnet. Maintenant, je dois inspecter votre appartement. Pourquoi? Justine se tendit. Nous avons déjà dit que nous étions à la maison. C'est la procédure standard, répliqua froidement l'enquêteur. Si vous n'avez rien à cacher, alors il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Alice lutta pour réprimer l'envie de protester. Il y avait quelque chose de troublant dans la façon dont cet homme les regardait, les évaluant, comme s'il essayait de deviner lequel des deux mentait. Commençons par votre chambre, fit Matthew d'un geste de la main alors qu'ils avançaient dans le couloir. Alice pensait frénétiquement, que espère-t-il trouver? Que cherche-t-il? La chambre était relativement en ordre. Le lit était fait, un côté intact, l'autre où Alice dormait habituellement quand elle travaillait tard. L'enquêteur balaya lentement la pièce du regard, puis s'approcha de l'armoire. Puis-je? Sans attendre de réponse, il ouvrit les portes et commença à inspecter méthodiquement le contenu. Alice se tenait là, les bras croisés, l'observant. Il y avait quelque chose d'étrange chez cet homme, dans sa façon de bouger, trop assuré, comme s'il savait exactement ce qu'il cherchait. Il tira un tiroir de la table de nuit, examina attentivement son contenu, puis le referma. Il vérifia sous le lit, examina le balcon. Justine se tenait dans l'embrasure de la porte, son visage de plus en plus tendu. « Écoutez, pourriez-vous au moins nous dire ce que vous cherchez exactement ?» Matthew se redressa. « Des preuves, Justine. Je cherche des preuves. » L'enquêteur quitta la chambre et se dirigea vers la salle de bain. Là, il ouvrit l'armoire à pharmacie, inspecta soigneusement son contenu, puis vérifia le panier à linge. « Avez-vous fait une lessive hier ?» demanda-t-il en s'adressant à Alice. « Non », secoua-t-elle la tête. « Il y a quelques jours. » Matthew hocha la tête pensivement en refermant le panier. « Je me demande ce qu'il a bien pu trouver d'intéressant. » Alice ne comprenait pas. Cet homme lui plaisait de moins en moins. Sa façon de parler, son regard, quelque chose clochait dans tout cela. Son arrivée à 6h du matin, ses questions. L'enquêteur entra dans la cuisine, ouvrit le réfrigérateur, en balaya rapidement le contenu du regard, puis se dirigea vers la poubelle et regarda à l'intérieur. « Quand avez-vous sorti les poubelles pour la dernière fois ?»« Hier soir », répondit Justine. « Vers 18h. »« Et après ça, personne n'a quitté l'appartement ?»« Personne. » Justine jeta un regard nerveux à sa femme. Matthew hocha lentement la tête, puis demanda de manière inattendue, « Où sont vos chaussures, Justine ?»
Justine se figea. Comment ça, où? Dans le couloir. Je ne vois qu'une seule paire de chaussures d'homme, l'enquêteur désigna l'étagère à chaussures. À en juger par le temps hier, vous deviez porter autre chose. Alice sentit un frisson lui parcourir l'échine. En effet, il avait plu toute la journée la veille. Justine portait toujours des baskets bleu foncé par ce temps. Justine hésita. Elles doivent être dans le placard. Il se dirigea vers le placard intégré dans le couloir et ouvrit la porte. Tous trois fixèrent l'étagère vide où se trouvaient habituellement ses chaussures. Étrange. Justine eut un petit rire nerveux. Où ont-elles bien pu passer? Alice croisa le regard de l'enquêteur, attentif, scrutateur. Il soupçonnait quelque chose, mais quoi exactement? Je les ai probablement laissées au travail, ajouta Justine d'un ton incertain. Oui, c'est ça. J'ai changé de chaussures là-bas. Matthew hocha la tête comme s'il acquiesçait, mais son regard disait le contraire. Revenons à votre dernière conversation avec votre mère. Il sortit à nouveau son carnet. Vous avez dit l'avoir appelée vers 19h. De quoi avez-vous parlé? Justine se frotta nerveusement le front. Une conversation normale. J'ai demandé comment elle allait, si elle avait besoin que je lui apporte quelque chose. Et s'est-elle plainte du retard du virement? L'enquêteur jeta un rapide coup d'œil à Alice. Oui, acquiesça Justine. Elle a dit qu'elle attendait l'argent depuis une semaine, mais qu'il n'était toujours pas arrivé. Alice sentit une vague d'indignation monter en elle. Ce n'est pas vrai. J'ai fait le virement mardi, comme toujours. Pouvez-vous montrer une preuve du virement? Demanda l'enquêteur. Alice ouvrit l'application bancaire sur son téléphone, fit défiler l'historique des transactions et tendit le téléphone à Matthew. Voilà, regardez. Mardi, 18h43. Virement sur la carte de Madame Brown. L'enquêteur examina attentivement les informations à l'écran. En effet, le virement a bien été fait. Étrange que Charlotte ne l'ait pas su ou ait fait semblant de ne pas savoir. Alice reprit vivement son téléphone. Ce n'est pas la première fois qu'elle... Elle s'interrompit, réalisant qu'elle parlait de la défunte. Justine la regarda avec une irritation non dissimulée. Même maintenant, tu ne peux pas te retenir. Maman est morte, et tu ramènes encore tout à toi. À toi. Alice sentit la blessure lui monter à la gorge. Pendant 3 ans, j'ai écouté ta mère se plaindre de moi, de mon travail, de notre mariage. Pendant 3 ans, elle t'a manipulé, et toi? Assez. Matthew leva la main, les interrompant. Je vois que vous avez une relation compliquée. Revenons à l'affaire. Justine, après l'appel téléphonique avec votre mère, êtes-vous allée quelque part? Justine hésita, son regard vacilla vers sa femme, puis revint à l'enquêteur. Non. Enfin, si. Je suis sortie au magasin. Mais pas longtemps, littéralement une demi-heure. Alice se figea. Il mentait. Il n'était pas allé au magasin la nuit dernière. Elle l'aurait remarqué. Elle était restée debout toute la nuit à travailler sur l'ordinateur dans le salon, d'où la porte d'entrée était clairement visible. À quelle heure était-ce? La voix de l'enquêteur devint encore plus attentive. Vers 20h. Justine se frotta nerveusement la nuque. Oui, exactement, vers 20h. Étrange que vous n'ayez pas mentionné cela plus tôt, quand j'ai demandé si quelqu'un avait quitté la maison, souligna Matthew. J'ai juste oublié. C'était juste une sortie normale au magasin, rien de spécial. Et qu'avez-vous acheté? Justine se figea, ses yeux furetants autour de lui. Du pain et du lait. Oui, du pain et du lait. Puis-je voir le ticket de caisse? Demanda l'enquêteur. Je l'ai jeté, répondit Justine trop rapidement. Alice n'en croyait pas ses oreilles. Pourquoi mentait-il? Et pourquoi à ce sujet? Justine. Elle toucha doucement sa main. Tu n'es pas sortie hier soir. J'ai travaillé toute la nuit dans le salon, souviens-toi. Justine retira brusquement sa main. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que je suis sortie. Tu étais tellement absorbée par ta traduction que tu n'as rien remarqué. Ils se regardèrent fixement, lui avec une panique mal dissimulée, elle avec une confusion grandissante. Non, dit fermement Alice. Tu n'es pas sortie. J'aurais entendu la porte claquer. J'aurais remarqué que tu te préparais. Tu es allé directement au lit après le dîner. Matthew promena son regard entre eux. Situation intéressante. L'un de vous ment. Justine parut acculée. Je ne comprends pas de quoi il s'agit. Quelle différence cela fait-il que je sois sortie ou non?
Ma mère est morte, et vous m'interrogez sur des sorties au magasin. Cela fait une différence, la voix de l'enquêteur était calme. Parce que Charlotte a été assassinée vers 20 heures. Exactement au moment où, selon vos propres dires, vous étiez au magasin. Alice sentit le sol se dérober sous ses pieds. Non. Ce n'était pas possible. Justine n'aurait pas pu. Je veux parler à un avocat, dit soudain Justine en reculant vers le mur. Je ne répondrai plus à aucune question sans avocat. L'enquêteur hocha la tête. C'est votre droit. Mais avant de terminer, j'aimerais jeter un œil à votre poubelle domestique. Celle où vous avez jeté les ordures avant de les sortir hier soir. Justine se tendit. Pourquoi? Je vous ai dit que j'avais sorti toutes les poubelles. Pas toutes, objecta doucement Matthew. Il y a une poubelle dans la salle de bain, une dans la cuisine aussi. Il y a probablement une petite corbeille dans la chambre. Ce n'est pas nécessaire. Justine croisa les bras sur sa poitrine. Sans avocat, je ne vous laisserai plus rien fouiller. Alice regardait son mari sans le reconnaître. Qu'est-ce qui lui arrivait? Pourquoi agissait-il ainsi? Justine. Elle s'approcha prudemment de lui. Si tu n'as rien à cacher, pourquoi ne pas simplement le laisser? Tais-toi. Il la repoussa brusquement. Tu ne comprends rien. Matthew s'interposa entre eux. Assez, Justine. Je vais devoir vous demander de m'accompagner au poste pour interrogatoire. Non. Justine recula jusqu'au mur. Je n'irai nulle part. Vous n'avez pas le droit de me retenir. L'enquêteur soupira. Si, j'en ai le droit. J'ai toutes les raisons de vous soupçonner d'être impliqué dans le meurtre de Charlotte Brown. Vous mentez sur votre emploi du temps au moment du meurtre, vous refusez de coopérer, vous montrez des signes de nervosité à des questions simples. C'est absurde. Les yeux de Justine balayaient frénétiquement la pièce. Alice, dis-lui. Dis-lui que j'étais à la maison. Alice restait là, incapable de dire un mot. Tous les détails étranges de la veille lui revinrent en mémoire, Justine rentrant plus tard que d'habitude, sa tension, sa décision soudaine d'aller se coucher tôt. Je ne sais pas, réussit-elle finalement à dire. Je ne l'ai vraiment pas entendu sortir. Mais j'étais concentrée sur mon travail. Toi. Justine fit un pas vers elle, le visage tordu par la colère. Même maintenant, tu ne peux pas simplement me soutenir. Matthew s'interposa à nouveau. Justine, s'il vous plaît, calmez-vous. Mettez vos chaussures et votre manteau, s'il vous plaît. Nous allons au poste. Je n'irai nulle part. Justine recula dans le couloir. Vous ne comprenez pas. Je ne l'ai pas tuée. Je ne pourrais pas. C'est ma mère. Il se retourna brusquement et se précipita vers la sortie. L'enquêteur réagit instantanément. En deux bonds, il fut à côté de lui, attrapa Justine par le bras et le plaqua contre le mur. Ne rendez pas les choses plus difficiles, dit-il calmement en sortant les menottes. La résistance lors d'une arrestation ne fera qu'aggraver les choses pour vous. Alice, hébétée, regarda les menottes se refermer sur les poignets de son mari. Alice, aide-moi. Justine la regarda avec désespoir. Ils veulent me faire porter le chapeau pour le meurtre de ma mère. Tu sais que je n'aurais pas pu le faire. L'enquêteur conduisit Justine vers la sortie, avec précaution mais fermeté. Alice, vous devrez venir avec nous pour faire une déposition aussi. Mais plus tard, après votre mari. D'accord? Elle hocha la tête, ressentant un vide étrange à l'intérieur. Appelle Clark, cria Justine depuis le couloir. Dis-lui que j'ai été arrêtée. Qu'il trouve un avocat. Quand la porte se referma derrière eux, Alice s'affaissa lentement sur une chaise. Ses mains tremblaient. Qu'est-ce qui se passait? Justine aurait-il vraiment pu? Non, c'était impossible. Malgré toutes leurs difficultés avec sa mère, malgré tous les conflits, tuer sa propre mère? Elle attrapa le téléphone pour appeler Clark, l'ami de Justine. Ses doigts composèrent le numéro, mais son esprit était ailleurs. Quelque chose la troublait. Quelque chose n'allait pas dans tout cela, quelque chose d'étrange. Allô? La voix endormie de Clark parvint au récepteur. Alice? Tu sais quelle heure il est? Clark, désolé pour l'appel matinal. Sa voix était rauque. Nous avons des ennuis. Charlotte a été assassinée. Ils viennent d'emmener Justine pour interrogatoire. Il est suspecté. Quoi? Clark se réveilla instantanément. Charlotte? Comment? Quand? La nuit dernière. Justine dit qu'il était à la maison, mais l'enquêteur ne le croit pas. Il a demandé que tu trouves un avocat.
Oui, bien sûr. Je m'en occupe tout de suite. Et toi, comment vas-tu? Je ne sais pas, répondit honnêtement Alice. Je suis sous le choc. Tout s'est passé si vite. Tu vas bien? La voix de Clark semblait inquiète. Veux-tu que je vienne? Non, ça va. Alice se frotta la tempe. Tu ferais mieux de t'occuper de l'avocat. Je dois bientôt aller au poste aussi, pour ma déposition. Après avoir dit au revoir, elle raccrocha le téléphone et balaya lentement l'appartement du regard, comme si elle le voyait pour la première fois. Le vase brisé, les éclats sur le sol, le café à moitié bu de Justine. Elle avait l'impression de regarder une scène de la vie de quelqu'un d'autre. Son regard tomba sur la porte d'entrée. Quelque chose clochait. Elle s'approcha, inspecta la serrure, la poignée, et réalisa soudain qu'il n'y avait pas de chaîne. La chaîne que Justine avait installée 2 ans plus tôt avait disparu. Il n'y avait même pas de marque là où elle avait été. Pas de trou, nulle part sur la porte. Comme si elle n'avait jamais existé. Alice recula lentement de la porte, sentant un frisson lui parcourir l'échine. Elle se souvenait clairement de cette chaîne. Elle était grosse, argentée. Justine l'avait installée lui-même après une série de cambriolages dans leur quartier. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je deviens folle? 3 nuits blanches, le stress? Alice se frotta les yeux. Non. La chaîne avait bien été là. Et elle n'aurait pas pu simplement disparaître. Une pensée soudaine la fit se figer. Et si cette personne n'était pas un vrai enquêteur? Et si c'était une sorte de jeu élaboré? Elle se précipita vers le téléphone, mais s'arrêta à mi-chemin. Qui appellerait-elle? La police? Et que dirait-elle? Bonjour, un enquêteur est venu chez nous, mais je le soupçonne d'être un imposteur. Cela semblait insensé. Alice tenta frénétiquement de rassembler ses pensées. Elle devait vérifier. Elle attrapa le téléphone et trouva le numéro du poste de police local. Elle l'avait enregistré, juste au cas où. Standard de la police, que puis-je faire pour vous? Répondit une voix féminine fatiguée. Bonjour, Alice essaya de parler calmement. Pouvez-vous me dire si un enquêteur nommé Matthew travaille chez vous? Et c'est là qu'elle réalisa qu'elle ne connaissait pas son nom de famille. Il ne lui avait dit que son prénom. Quel est son nom de famille? Demanda la standardiste. Je ne sais pas. Il est venu chez nous ce matin. Il a dit qu'il enquêtait sur un meurtre. Un instant, un bruit de clavier parvint au téléphone. Pouvez-vous le décrire? Alice décrivit l'apparence de l'enquêteur, grand, brun, portant un manteau sombre, avec un regard perçant. Nous n'avons pas d'enquêteur correspondant à ce nom et à cette description, répondit l'opératrice après une pause. Et quelle est votre adresse? Quand Alice donna l'adresse, il y eut un silence tendu à l'autre bout du fil. Restez en ligne, dit finalement l'opératrice. Quelques secondes plus tard, une voix masculine rejoignit la conversation. Capitaine Miller. À qui ai-je l'honneur? Alice Wright. Elle sentit son cœur tomber dans ses talons. Qu'est-ce qui se passait? Alice, un enquêteur devait effectivement venir chez vous, mais pas Matthew. Notre employé s'appelle Gregory, et il n'est pas encore parti. Nous venons juste de recevoir l'information concernant le décès de Charlotte Brown. La pièce sembla tourner devant ses yeux. La personne qui avait emmené Justine était un imposteur. Il a emmené mon mari. Réussit à dire Alice. Il a dit qu'il l'emmenait pour interrogatoire, avec des menottes. Restez chez vous, dit sèchement le capitaine Miller. Ne sortez nulle part. N'ouvrez la porte à personne. J'envoie une équipe. Ils seront là dans 5 minutes. Alice raccrocha le téléphone, sentant la panique monter. Qu'est-ce qui se passait? Qui était cette personne? Et pourquoi voulait-il Justine? Des fragments de la conversation du matin tourbillonnaient dans son esprit. L'enquêteur avait posé des questions sur l'argent, avait cherché quelque chose dans l'appartement, connaissait trop de détails. Elle sursauta au son strident du téléphone de Justine, laissé sur la table de nuit, qui sonnait bruyamment. L'écran affichait numéro inconnu. Alice hésita un instant, puis répondit. Allô? Justine, demanda une voix masculine inconnue. Non, c'est sa femme, répondit-elle prudemment. Courte pause. Dites à votre mari que Dave ne plaisantait pas. 2 jours sont passés. Il ne devrait pas croire qu'il peut juste prendre l'argent et disparaître. Quel argent? Alice sentit un frisson la parcourir. De quoi parlez-vous? Ne faites pas semblant. La voix devint plus dure. Il sait de quoi il s'agit. L'appel se termina brusquement,
laissant Alice dans une confusion totale. Dave? Quel argent? Que lui cachait Justine? Elle fut tirée de sa stupeur par le son de la sonnette. Elle sursauta, effrayée. Le faux enquêteur était-il revenu? Ou était-ce la vraie police, cette fois? Qui est là? Demanda-t-elle sans s'approcher de la porte. Police. Capitaine Miller et lieutenant Barnes. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Alice s'approcha prudemment de la porte et regarda par le judas. Un homme et une femme en uniforme se tenaient sur le palier. L'homme tenait son insigne devant lui. Elle ouvrit la porte et les officiers entrèrent rapidement dans l'appartement. « Racontez-nous tout depuis le début », demanda le capitaine Miller pendant que sa partenaire examinait l'appartement. À quoi ressemblait cet homme? Qu'a-t-il dit? Où a-t-il emmené votre mari? Alice commença à raconter les événements, essayant de n'omettre aucun détail. Il était très convaincant, termina-t-elle son récit. Je n'ai même pas pensé à vérifier son insigne. Tout s'est passé si vite. Le capitaine Miller fronça les sourcils et hocha la tête. Malheureusement, ce genre d'affaire n'est pas rare. Les criminels se font souvent passer pour des policiers ou des enquêteurs. Et quand un meurtre vient de se produire, les gens sont sous le choc et ne prêtent pas assez attention. Et Charlotte? Demanda Alice. Est-il vrai qu'elle a été tuée? Malheureusement, oui, dit le capitaine. La voisine l'a trouvée hier soir. La porte était entr'ouverte. Il y avait des signes de lutte dans l'appartement. Et l'argent? Alice se souvint des mots du faux enquêteur. Il a posé des questions sur l'argent. Il a dit qu'il n'avait rien trouvé dans l'appartement. En effet, aucun argent liquide ni objet de valeur n'a été trouvé. Le capitaine fronça encore plus les sourcils. Mais comment pouvait-il savoir cela? De tels détails de l'enquête ne sont pas divulgués. Seulement si, commença à dire la lieutenant Barnes, mais le capitaine termina pour elle, seulement s'il est lui-même impliqué dans le meurtre et n'est pas venu ici par hasard. Alice sentit un soupçon glacial l'envahir. Vous pensez qu'il a tué Charlotte et qu'il a maintenant kidnappé Justine? Il semble que oui. Le capitaine Miller sortit son téléphone. Je dois passer quelques appels. En attendant, dites à la lieutenant tout ce que vous savez sur votre mari, ses relations, ses amis, son travail, sa situation financière. Toute information pourrait aider. Il s'écarta et la lieutenant s'assit en face d'Alice avec un carnet. Alors, où travaille votre mari? Chez Novatech, comme directeur commercial, répondit Alice. Depuis 5 ans. Quelle est la situation financière de la famille? Alice haussa les épaules. Je travaille comme traductrice indépendante. Justine gagne un salaire correct. Et les dettes? Les prêts? Demanda la lieutenant. Le prêt immobilier pour l'appartement? Alice fronça les sourcils, et un crédit auto. Rien d'inhabituel. Qui sont ses amis? Avec qui passe-t-il le plus de temps? Clark. Ils travaillent ensemble. Parfois, ils retrouvent d'anciens camarades d'université. Alice hésita. Honnêtement, ces derniers temps, Justine était plus renfermée. Il parlait moins de son travail, de ses amis. Depuis combien de temps cela durait-il? Environ 3 mois. Alice réfléchit un instant. Oui, à peu près à ce moment-là, il a commencé à rester tard au travail, à parler souvent au téléphone à voix basse. Elle s'arrêta, réalisant comment cela sonnait. Soupçonniez-vous une infidélité? Demanda directement la lieutenant. Oui, rougit Alice. Mais maintenant, je pense que c'est autre chose. Surtout après l'appel. Alice leur parla de l'étrange appel sur le téléphone de Justine. Dave. Le capitaine Miller revint dans la pièce. Ce nom vous dit quelque chose? Non. Alice secoua la tête. Justine n'a jamais mentionné quelqu'un nommé Dave. Et il n'a jamais parlé de problèmes, de dettes, de menaces? Non, rien. Elle se frotta les tempes. Mais le dernier mois a été assez tendu. Je pensais que c'était à cause du travail. Le capitaine échangea un regard avec la lieutenant. Nous avons lancé un plan d'interception. Nous vérifions toutes les caméras de surveillance du secteur. Si l'enquêteur est parti en voiture, nous la retrouverons. Et sinon, demanda doucement Alice. Alors, nous vérifierons le téléphone de votre mari, ses contacts, ses appels, ses messages. Et vous devrez venir avec nous au poste. Nous aurons besoin de votre déclaration officielle et de votre témoignage. 1 heure plus tard, Alice était assise dans le bureau du vrai enquêteur, Gregory, celui-là même qui aurait dû venir chez eux le matin. Un homme mince, d'âge moyen, aux yeux attentifs,
prenait méthodiquement sa déposition. Donc, votre mari a dit qu'il était à la maison toute la soirée, mais a ensuite admis être allé au magasin, clarifia-t-il. Oui, hocha la tête Alice. Mais je suis sûr qu'il n'est pas sorti. Je l'aurais remarqué. Comment expliquez-vous son mensonge? Alice hésita. Je ne sais pas. Peut-être avait-il peur qu'on le soupçonne du meurtre de sa mère. Après tout, leur relation n'était pas exactement simple. Que voulez-vous dire par pas simple? Charlotte, elle aimait beaucoup son fils. Trop. Elle le contrôlait, s'immisçait dans notre vie. Justine se rangeait souvent de son côté, et moi, j'étais contre. Oui, soupira Alice. Nous nous disputions beaucoup à ce sujet. Charlotte pensait que je n'étais pas assez bien pour son fils, que je ne lui accordais pas assez d'attention à cause de mon travail. Et vous lui envoyez de l'argent tous les mois? Alice hocha la tête. Elle a été opérée il y a 2 ans. Elle avait besoin de soins constants et de médicaments. Justine et moi avions convenu de l'aider financièrement. Vivait-elle seule? Oui, dans son appartement. Justine lui rendait visite environ 2 fois par semaine. Il l'aidait à la maison, apportait les courses. L'enquêteur prit une note dans son carnet. Revenons à ce matin. Cet imposteur, a-t-il dit quelque chose de spécifique sur l'argent? A-t-il demandé un montant particulier? Alice réfléchit un moment. Non. Il a juste demandé s'il y avait de l'argent dans l'appartement. Et Justine, pour une raison quelconque, a immédiatement commencé à parler de l'argent de l'opération, des virements. Oui, dit-elle lentement. Comme s'il savait que c'était important. Intéressant. L'enquêteur tapota son stylo sur la table. Dites-moi, quand environ 1 mois. Alice baissa les yeux. J'essaie de ne pas aller chez elle. Nos rencontres se terminent généralement par un conflit. Je vois. Grégory hocha la tête. Encore une chose. Cet homme, celui qui s'est fait passer pour un enquêteur, il a examiné votre appartement. Il cherchait quelque chose. À votre avis, quoi? Alice haussa les épaules. Je ne sais pas. Il a juste parcouru les pièces, regardé dans les placards, les tiroirs. Et a-t-il demandé quelque chose en faisant cela? A-t-il prêté une attention particulière à quelque chose? Il a posé des questions sur les chaussures de Justine. Pourquoi il n'y avait qu'une seule paire de bottes dans le couloir? Et comment votre mari a-t-il réagi? Étrangement. Alice fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Il est devenu nerveux, a dit qu'il avait probablement laissé ses baskets au travail. Mais c'est bizarre, Justine est toujours très soigneux avec ses affaires. L'enquêteur se pencha en arrière sur sa chaise, les doigts entrelacés. Alice, j'ai des raisons de croire que votre mari est impliqué dans quelque chose de grave, possiblement illégal. Et cet enquêteur n'est pas apparu par hasard. Vous pensez que Justine le connaissait? Possiblement. Ou qu'il savait que quelqu'un viendrait. Dans tous les cas, sa vie pourrait être en danger. Une boule monta dans la gorge d'Alice. Que dois-je faire? Comment puis-je le retrouver? Tous nos effectifs recherchent votre mari en ce moment. Mais vous pouvez aider. Réfléchissez, y a-t-il des endroits où Justine pourrait aller se cacher? Une maison de campagne? Un garage? L'appartement d'un ami? Alice se figea, puis leva les yeux. Sa mère a une maison de campagne. Justine y va parfois. Surtout ces derniers temps. Il disait qu'il aidait pour des rénovations. C'est une bonne piste. L'enquêteur nota rapidement l'adresse. Autre chose? Alice réfléchit un instant, passant en revue les possibilités dans son esprit. Et soudain, elle se souvint de son père. Le père de Justine vit à Brooklyn. Ils ne se parlent plus depuis des années, mais récemment, Justine a mentionné vouloir faire la paix. Il s'appelle Tom. Je ne connais pas l'adresse exacte, juste la ville. L'enquêteur hocha la tête. Nous vérifierons cela. Pour l'instant, Alice, je vous suggère de rester quelque part en sécurité, chez des parents ou des amis. Juste au cas où cet homme déciderait de revenir. Vous pensez que je suis en danger? Mieux vaut être prudent. Avez-vous un endroit où aller? Oui, chez une amie. Alice hocha la tête. Elle habite à proximité. Parfait. Un officier vous escortera chez vous pour récupérer vos affaires, puis vous conduira chez votre ami. Pendant ce temps, nous continuerons à chercher votre mari. Quand Alice retourna à son appartement, accompagnée d'un jeune policier, elle eut l'impression d'entrer dans la maison d'une étrangère. Chaque objet, chaque élément de décoration lui semblait maintenant suspect. Que ne savait-elle pas d'autre sur son mari?
Dans quoi pouvait-il être impliqué? Pendant que l'officier attendait dans le couloir, elle rangea rapidement l'essentiel dans un petit sac. Son regard tomba sur la table de nuit de Justine. Normalement, elle ne touchait jamais à ses affaires, elle respectait sa vie privée. Mais maintenant, Alice ouvrit le tiroir. Les choses habituelles, un chargeur de téléphone, quelques papiers, un carnet. Elle prit le carnet et le feuilleta. Rien d'inhabituel, des numéros de téléphone, des adresses. Sur la dernière page, elle remarqua quelque chose écrit au crayon, à 200 000 $. Aujourd'hui, c'était le 18 mars. Il y a 3 jours. 2 jours sont passés. Elle se rappela les mots de l'appelant. Le téléphone de Justine était toujours sur la table du salon. Alice le prit et vérifia l'historique des appels. Plusieurs numéros inconnus au cours des dernières semaines. Elle ouvrit les messages. Les discussions habituelles avec les collègues, avec elle. Puis soudain, un message sans nom, juste un numéro, demain à 20 h. À Porto. Le message avait été envoyé la veille après-midi. 20 h. C'était exactement l'heure présumée du meurtre de Charlotte. Le cœur d'Alice commença à s'emballer. Elle prit des photos du message et de l'étrange note dans le carnet avec son téléphone, puis remit soigneusement les affaires de Justine à leur place. « Je suis prête », dit-elle au policier en sortant dans le couloir avec son sac. Chez son amie, Alice put enfin se détendre un peu. Nancy, son amie depuis l'université, lui prépara du thé et s'assit simplement à côté d'elle, sans poser de questions inutiles. « Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en as besoin, dit-elle. Le canapé se déplie et les draps sont propres. « Merci, dit Alice avec gratitude, serrant sa main. Désolée de débarquer à l'improviste. Tu ferais la même chose pour moi, répondit simplement Nancy. Maintenant, raconte-moi ce qui se passe vraiment. Le policier n'a pas été très bavard. Alice soupira et commença à tout raconter, la visite du matin, le faux enquêteur, la mort de Charlotte et le comportement étrange de Justine. Tu ne savais vraiment rien de ce dans quoi il était impliqué, demanda doucement Nancy quand Alice eut fini. Rien, secoua-t-elle la tête. Ou peut-être que je ne voulais pas savoir. Comment ça? Nancy se pencha plus près. Il y avait des signes, dit Alice. Les appels tard le soir? Justine quittait la pièce en chuchotant. Parfois, il rentrait très tard. Il disait qu'il restait tard au travail, mais il ne sentait pas le bureau. Pas l'odeur de café, pas la fumée de cigarette de ses collègues. Rien de tout ça. Et tu pensais qu'il avait une liaison? Oui. Alice eut un sourire triste. Maintenant, je souhaiterais presque que ce soit le cas. Une liaison serait plus simple, quoi que ce soit réellement. Le téléphone d'Alice sonna. Numéro inconnu. Allô? Répondit-elle prudemment. Bonsoir Alice. C'était la voix familière de l'enquêteur Grégory. Nous avons des nouvelles. Nous avons retrouvé la voiture dans laquelle votre mari a été emmené. Elle était abandonnée dans une zone industrielle en périphérie de la ville. Et Justine? Alice retint son souffle. Il n'y était pas. L'enquêteur hésita. Mais nous avons trouvé quelque chose d'intéressant dans le coffre. Nous avons découvert une grosse somme d'argent liquide et une arme à feu. Quoi? Alice n'en croyait pas ses oreilles. Quel argent? Combien? Environ 200 000 $. Et encore une chose, Alice, la voiture est enregistrée au nom de votre belle-mère, Charlotte. La pièce tourna devant ses yeux. Alice sentit Nancy lui prendre le téléphone des mains et dire quelque chose à l'enquêteur. Puis son ami l'aida à s'allonger sur le canapé et lui apporta un verre d'eau. C'est un cauchemar, murmura Alice en prenant une gorgée. Je ne comprends rien à tout ça. L'enquêteur a dit qu'ils étaient en route, lui dit Nancy. Ils veulent vous montrer quelque chose qu'ils ont trouvé dans la voiture. Quelque chose de personnel que vous pourriez identifier. Une demi-heure plus tard, la sonnette retentit. Sur le seuil se tenaient l'enquêteur Grégory et un autre officier. Désolé de vous déranger, dit Grégory. Pouvons-nous entrer? Nancy les laissa entrer dans l'appartement. L'enquêteur sortit un sac de preuves. Reconnaissez-vous ceci? À l'intérieur du sac se trouvait un passeport et un jeu de clés. C'est le passeport de Justine, acquiesça Alice. Et les clés de notre appartement. Mais où les avez-vous trouvées? Elles étaient avec Justine quand il a été emmené. Dans la boîte à gants de la voiture, expliqua Grégory. Il s'assit sur la chaise qu'on lui offrait. Alice, cette situation devient de plus en plus compliquée. Nous avons vérifié les journaux d'appel de votre mari pour la semaine dernière.
Il a fréquemment appelé le même numéro. Connaissez-vous un certain Dave Vatimovich Barnes? Non. Alice secoua la tête. Je n'ai jamais entendu ce nom auparavant. Et votre belle-mère? Aurait-elle pu le connaître? Je ne pense pas. Alice fronça les sourcils. Ces dernières années, son cercle social était très limité à cause de sa maladie, de son âge. Elle sortait à peine de chez elle. Et pourtant, l'enquêteur vérifia ses notes. Votre mari a appelé cet homme 15 fois au cours du dernier mois. Y compris hier soir. Un frisson parcourut l'échine d'Alice. Hier soir? À quelle heure? À 19h35. La conversation a duré 3 minutes. Alice ferma les yeux, essayant de se remémorer la veille au soir. Justine était rentrée vers 19h. Il semblait tendu, parlait à peine. Il avait dîné et dit qu'il était fatigué et qu'il irait se coucher tôt. Je ne l'ai pas remarqué parler au téléphone? Ou peut-être que si? Elle se souvint soudain, il est sorti sur le balcon. Il a dit qu'il faisait lourd et qu'il avait besoin d'air. Il y est resté environ 5 minutes, vers 19h30. L'enquêteur clarifia, à peu près à ce moment-là. Oui, mais je n'ai pas fait très attention. J'étais occupé par la traduction. Grégory hocha la tête. Nous avons identifié ce Dave. Un ancien employé de banque. Il a été licencié il y a 3 ans pour fraude. Depuis, son nom est apparu dans plusieurs affaires d'extorsion. Extorsion? Alice sentit le sol vaciller sous ses pieds. Vous pensez que Justine était impliquée avec lui? Nous n'en sommes pas certains, l'enquêteur choisit ses mots avec soin. Mais les faits suggèrent que votre mari avait des relations avec lui. Possiblement financières. Une note, se souvint soudain Alice. J'ai trouvé une note dans son carnet. Juste la lettre A, ça pourrait être pour Dave? Et il y avait un montant, 200 000. Très probable, hocha la tête l'enquêteur. Pouvez-vous me la montrer? Alice sortit son téléphone et trouva la photo de la note. Oui, la voilà. C'est une preuve importante. Grégory étudia attentivement la photo. Encore une chose, Alice. Vous avez mentionné que vous transfériez de l'argent à votre belle-mère chaque mois. Combien exactement? 3 000, répondit-elle. Et Justine transférait le même montant. Donc 6 000 au total chaque mois. Avez-vous déjà vu ses relevés de compte? Savez-vous combien d'argent elle avait sur sa carte? Non. Alice secoua la tête. Ce n'était pas mes affaires. Ma belle-mère ne m'a jamais impliqué dans ses finances. L'enquêteur échangea un regard avec son collègue. Le fait est que plus de 300 000 $ ont été trouvés sur les comptes de Charlotte. Alice resta silencieuse, abasourdie. 300 000 $? Comment une retraitée pouvait-elle avoir autant d'argent? C'est impossible, réussit-elle finalement à dire. Charlotte vivait très modestement, se plaignait constamment de ne pas avoir assez pour ses médicaments. D'où pouvait venir une telle somme? C'est ce que nous comptons découvrir. L'enquêteur referma son carnet. Pour l'instant, nous avons une théorie. Il est possible que votre mari devait une grosse somme à Dave et ait décidé de résoudre le problème aux dépens de sa mère. Vous pensez que Justine a tué sa propre mère pour de l'argent? Alice sentit une vague de nausée lui monter à la gorge. Ce n'est qu'une théorie, répondit prudemment Grégory. Scénario alternatif. L'homme qui s'est fait passer pour un enquêteur pourrait être lié à Dave. Peut-être est-il venu chercher l'argent que votre mari devait payer. Et Justine est en danger maintenant, dit doucement Alice. Malheureusement, oui, hocha la tête l'enquêteur. Nous faisons tout notre possible pour le retrouver vivant. L'appel arriva 6 mois après ces terribles événements. Alice était assise devant son ordinateur portable, terminant une autre traduction, quand son téléphone vibra sur la table. Numéro inconnu. Alice? C'est Grégory, l'enquêteur sur l'affaire de votre mari. Elle tressaillit. Au cours de ces mois, elle s'était presque habituée à sa nouvelle vie. Un appartement loué de l'autre côté de la ville, juste quelques effets personnels, un nouvel ordinateur portable, tout pour repartir à zéro. Oui, je vous écoute. Sa voix semblait plus calme qu'elle ne s'y attendait. Nous avons des nouvelles. Nous avons retrouvé Justine. Son cœur rata un battement. Est-il vivant? Oui. Il a été arrêté à la frontière avec de faux papiers. Il est en prison maintenant. Alice regarda silencieusement par la fenêtre. 6 mois de silence. 6 mois de spéculation sans fin et de cauchemars. Et maintenant, comme ça, ils avaient retrouvé Justine.
Il demande à vous rencontrer, continua l'enquêteur. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Comment? L'interrompit Alice. K.O. Demain à 10 heures. Je vous enverrai l'adresse et le laissez-passer. La prison l'accueillit avec ses murs gris et l'odeur stérile des institutions. L'officier vérifia ses documents et l'escorta jusqu'au parloir. Une table en métal, 2 chaises, des barreaux à la fenêtre. Alice frissonna involontairement quand on amena Justine. Elle le reconnut à peine. Son visage émacié, ses yeux sans vie, ses tempes grisonnantes. À 35 ans, il en paraissait au moins 50. Salut. Il s'assit en face d'elle, avec hésitation. Merci d'être venu. Alice ne dit rien, étudiant l'homme avec qui elle avait vécu pendant 7 ans. Un homme dont elle réalisait maintenant qu'elle ne l'avait jamais vraiment connu. Tu me détestes probablement. Justine baissa les yeux. Et tu as toutes les raisons de le faire. Je ne suis pas venu pour des excuses, répliqua-t-elle froidement. Je veux la vérité. Toute la vérité. Tu me dois bien ça. Justine poussa un lourd soupir. Tout a commencé il y a 3 ans. Tu te souviens de la crise? L'entreprise était sur le point de fermer, les salaires étaient retardés. Puis Dave est apparu. Mon créancier. Au début, c'était juste un partenaire commercial. Il a proposé un montage, j'apportais des clients pour une société écran, l'argent transitait par les comptes et je touchais une commission. Ça semblait inoffensif. Il se tut, tapotant nerveusement ses doigts sur la table. Puis l'entreprise a fermé. Dave a dit que c'était de ma faute et que je devais compenser les pertes, $200 000. Où étais-je censé trouver cet argent? J'ai essayé d'emprunter, de gratter ce que je pouvais, mais la dette n'a fait que grossir. Quel est le rapport avec ta mère? Alice se pencha en avant. Justine détourna le regard. Il y a 6 mois, j'ai découvert par hasard qu'elle avait des économies. $300 000 sur son compte. 300 000. Et pendant tout ce temps, elle nous réclamait de l'argent chaque mois, prétendant être une vieille femme malade. Et tu as décidé de prendre cet argent? Non. La tête de Justine se releva vivement. Enfin, au début, je voulais juste emprunter. Je lui ai parlé, j'ai expliqué la situation. Elle a refusé. Elle a dit que c'était son fonds d'urgence et qu'elle préférait laisser les créanciers me briser les jambes plutôt que de me donner un seul centime. Et tu l'as tué? La voix d'Alice n'était qu'un murmure. Non. La peur brilla dans les yeux de Justine. Je le jure, ce n'était pas moi. Je suis juste allé la voir ce soir-là pour redemander. Nous nous sommes disputés. Je suis parti. Et le lendemain matin, cet homme est arrivé. Ok. Qui était-ce? Demanda Alice. Un des hommes de Dave. Il me surveillait. Il était au courant de la dispute avec ma mère. Quand il est arrivé chez nous, j'ai tout de suite su que quelque chose s'était passé. Puis il m'a parlé d'elle. Justine passa une main sur son visage. J'étais confus, effrayé. Quand il a suggéré qu'on parle en privé, j'ai accepté. Et ensuite? Qu'est-ce qui s'est passé dans la voiture? Il a été direct. Soit je trouvais l'argent pour Dave, soit je serais accusé du meurtre de ma mère. Toutes les preuves pointaient vers moi. Notre dispute, mes problèmes financiers, pas d'alibi. C'est pour ça que tu t'es enfui. Je n'avais pas le choix. La voix de Justine tremblait de désespoir. Ils m'ont conduit hors de la ville, m'ont donné de nouveaux papiers et m'ont dit de disparaître. Mais d'abord, ils m'ont forcé à retirer tout l'argent du compte de ma mère. Ils ont pris 2 millions, m'en ont laissé un pour une nouvelle vie. Et tu t'es caché pendant 6 mois? Oui. Justine baissa la tête. J'ai changé de ville, j'ai logé dans des hôtels. J'ai essayé de te contacter, mais j'avais peur que tu sois surveillé. Puis l'argent s'est épuisé. De retour chez elle, Alice resta longtemps silencieuse. L'histoire de Justine avait tout bouleversé. Plus tard, lorsqu'elle rencontra l'enquêteur Gregory, il confirma que Dave Barnes avait été arrêté 1 mois plus tôt dans le cadre d'une autre affaire. Sous le poids des preuves, il avait avoué avoir organisé le meurtre de Charlotte. Le commanditaire n'était pas Justine. C'était un autre débiteur de Dave, qui avait également appris l'existence de ses économies. Comme la vie est étrange, pensa Alice en regardant la pluie par la fenêtre. L'homme qu'elle avait cru être un meurtrier s'avérait être juste une personne faible, prise dans sa propre toile de mensonges. Pas un criminel, mais une victime des circonstances et de ses propres erreurs. Le téléphone sonna de nouveau. C'était l'avocat de Justine. Alice, bonne nouvelle. Les charges vont être réduites.
Votre mari ne risque probablement qu'1 an, peut-être 1 an et demi, pour fraude financière. Non, l'interrompit-elle doucement. Il n'est pas nécessaire de transmettre quoi que ce soit. Je demande le divorce. Les documents reposaient sur la table, la demande, un relevé bancaire et un billet d'avion. Un nouveau travail, une nouvelle vie. Sans mensonge, sans secret, sans la peur constante du retour du passé. Demain, un nouveau chapitre de sa vie commencerait. Et dans ce chapitre, il n'y aurait pas de place pour l'homme qui lui avait appris à ne pas faire confiance.